On m'a dit, vous étiez très sensible au mot démocratie. Qu'en est-il là? Allez, c'est beau ce que je viens de dire. Moi je vais le faire, j'adore poser Anna. Je sais pas comment on filme. J'appuie sur quoi? Bah c'est déjà en route. Hein. Ah, c'est déjà en route. Anna, bonjour. Nous allons faire une petite interview. Bonjour Brigitte. How are you? Very well, thank you. Oh, je vois que vous avez la référence importante à un livre. À ce propos. Oui, à ce propos. À ce propos. Le mot démocratie est un mot qui vous titille énormément. Oui, oui. Le mot démocratie est un mot qui vous titille énormément. Oui. Ai-je ouï dire? Qu'en est-il dans la réalité? Donc de mon titillement ou de la démocratie? Les deux. Ah, les c'est deux. intéressant. Je pense que nous aboutirons à un bon sujet. C'est effectivement un très 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 bon sujet. La démocratie est intéressante à double titre. Alors tout d'abord parce que c'est probablement le seul système, s'il existait. À l'heure actuelle, il n'existe pas. On va dire qu'il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Ah ouais, alors ça c'est un acte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous sommes... On reviendra là-dessus. Un mot, c'est un mot. Mais la démocratie serait ou sera le seul système permettant d'obtenir l'équité, la justice, Bonjour Monsieur Sol. la sagesse. La terreur. Ça, il ne faut pas faire, C'est la parce qu'on ne terreur. pourra jamais redresser l'image. C'était bien ça, j'avais pensé. La justice et le respect de la vie et de la survie de la vie. Tant qu'on est confiné dans l'obéissance à des questions financières et à des élus, les questions essentielles ne peuvent pas être abordées. Donc ça, c'est un aspect positif de la démocratie. Il y en a un second. Vous dites positif, si ça ne peut pas être apporté, le mot démocratie, je ne comprends pas bien. Expliquez, ça ne peut pas être positif. Quoi non? Parce que vous me dites, ça c'est un des aspects positifs, en même temps vous me dites que ça peut pas, le mot démocratie, la démocratie ne peut pas être abordée par les élus. Ne peut pas? Ah! Voilà. Oui, non, parce que effectivement, ça me paraît tellement évident que j'avais oublié de soulever le vrai problème. C'est qu'on emploie le mot démocratie pour décrire le système actuel, alors que le système actuel est une dictature et renouvelée cycliquement via l'élection. Mais ça reste une dictature. En quoi c'est une dictature? C'est parce que des gens, un petit nombre de personnes, édictent des dictates, d'accord, auxquels le peuple ne peut pas se soustraire. Donc c'est bien une dictature. En général, on assimile le mot dictature au goulag, à la répression policière, etc. Non, il faut reprendre les choses étymologiquement. Donc la dictature, c'est quand un petit nombre de personnes dictent au peuple les règles auxquelles il doit se soumettre sans avoir aucun pouvoir de les contrôler. Il n'a pas le pouvoir d'écrire lui-même les règles auxquelles il obéira. Voilà. Alors ça c'était le premier aspect, et l'autre aspect, Alors, versant. donc, là on vient de voir pourquoi nous ne sommes pas en démocratie mais en dictature. C'est un peu rapide, on pourrait approfondir. Tout à l'heure j'avais indiqué qu'un des avantages de la démocratie serait d'obtenir une certaine équité, une certaine justice, parce qu'on n'imagine pas que le peuple se tire une balle dans le pied. Alors que quand des gens le gouvernent, ces gouvernants peuvent lui tirer une balle dans la gueule, n'est-ce pas? Donc le troisième aspect, que j'avais tout à l'heure appelé le second, c'est tout autre chose. Moi j'attache une grande importance à la conscience, en tant qu'entité cosmique.
D'accord ? La conscience n'est pas l'intelligence. Beaucoup de personnes ont de la peine à oser affronter la vaste question: quel est le sens de la vie? Alors, on peut répondre à cette question de deux façons. Beaucoup de gens disent le sens de la vie, c'est le bonheur. Donc ça, c'est un sens qui est proche de l'esprit de revendication. Et puis, plus proche de l'esprit de philosophie, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe sur Terre avec l'évolution. Les choses vont vers plus de conscience. D'accord ? À partir Conscience collective. Conscience. Conscience. La conscience est une notion très longue à développer, très compliquée, parce que c'est comme un diamant aux 1000 facettes. Donc on ne peut pas la décrire en 2 minutes. Et pour Par moi, rapport à l'intellect que vous disiez, c'est quand même deux choses différentes. C'est ça la conscience n'est pas l'intelligence. D'accord ? Donc, Quelle nuance vous mettez pour expliquer une des multiples facettes auxquelles je faisais allusion, c'est que la conscience est la perception par l'être intelligent de son intelligence, de sa responsabilité, de sa liberté, de son autonomie, de sa position dans le monde. Donc, c'est un des aspects. D'accord ? Qui rejoint la notion du cosmique. Voilà. Donc pour moi, la conscience ne peut pas être conçue autrement que dans une vision cosmique, une vision sociétale, une vision individuelle. C'est polymorphe. Voilà. C'est polymorphe. Le système politique actuel inhibe la conscience. Parce que il est clair que quand des gens sont privés de tout pouvoir, lorsqu'ils délèguent toute leur capacité de décision et de réflexion à un petit nombre d'individus qui se délectent de jouir de ce pouvoir. D'accord ? Donc ces gens, j'ai nommé le peuple, abdiquent. C'est une véritable abdication. Leur capacité de délibérer entre eux, leur capacité d'imaginer un autre monde. Donc les gens renoncent à se mêler des affaires publiques. Donc déjà là, il va y avoir un déficit en connaissance. Et la connaissance est un des chapitres de la conscience. Donc si on ne s'entraîne pas au quotidien à discuter ensemble des affaires publiques, notre conscience baisse d'un cran. C'est physique, c'est automatique. Si ça dure pendant plusieurs siècles, évidemment, le phénomène prend une ampleur extrêmement pénible, extrêmement maléfique. D'accord. Si les gens ne sont pas entraînés à discuter entre eux de leurs divergences, d'accord, donc ils délèguent ce plaisir de l'affrontement, ils le délèguent aux députés, par exemple, à l'Assemblée nationale. Donc, ils vont se priver de l'enseignement que leur apporterait cette pratique, qui ne peut que conduire, si les choses sont bien organisées, à la musculation de la capacité consensuelle. D'accord ? Qui n'est absolument pas... Quand on dit musculation, pour que ça soit accessible un petit peu à tout le monde, ça veut dire l'ossature, la construction. Non, musculation. C'est comme la culture physique. C'est comme la culture physique. Donc un monsieur qui fait du bodybuilding, ou une dame, va faire fonctionner ses muscles dans l'espoir qu'ils vont devenir plus gros et plus beaux. Donc de la même façon, si le seul lieu où vous avez l'occasion de pratiquer la recherche consensuelle et la famille, c'est déjà un riche terrain.
mais ça sera très limité. Vous n'allez pas fortifier votre capacité consensuelle. D'accord? Et donc vous n'allez pas apprendre à adopter le point de vue de l'autre. Vous n'allez pas vous réjouir le matin de rencontrer des adversaires intellectuels qui vont vous faire évoluer. D'accord? Parce que le système politique actuel est uniquement conflictuel. Ah oui. Vous avez des gens ou des groupes de personnes, par exemple les partis politiques, qui s'inscrivent dans des vues dogmatiques, qui ont parfois plusieurs siècles, d'accord, et ils cherchent à imposer leur point de vue. D'accord. Ils ne cherchent jamais à s'enrichir du point de vue des autres. D'accord. Donc ça c'est le contraire de la marche vers la conscience. La démocratie réelle où le peuple serait engagé à prendre les décisions en commun. Ça, c'est pas fini, là. C'est toujours... D'accord. Donc la démocratie réelle obligerait les gens, et je pense qu'ils y prendraient plaisir, à développer cette capacité de relation, et surtout c'est là que je veux en venir, c'est là la jonction avec la conscience, cette capacité à aimer le point de vue adversaire. D'accord. Oui. Il est clair que là, on a eu la révolution de 1789 qui nous a en partie libérés de la monarchie pour nous reconduire dans un autre type de monarchie, qui est la monarchie présidentielle. Hein. C'est-à-dire que le peuple français et les peuples européens et les peuples de la planète ne sont pas entraînés à la délibération. Donc tout ceci a des effets pervers au niveau de la conscience. Et moi, ce que j'affirme, c'est que j'y tiens beaucoup, ce second volet de la démocratie est en rapport direct avec l'édification de la conscience, donc avec la marche cosmique de l'évolution de la vie sur Terre. Tandis que le système représentatif va à rebours de cette évolution biologique. Voilà. Alors, j'ai une question par rapport, vous parliez des élus, un des modes d'entrée en relation au niveau de la démocratie, c'est quand même le consensus. J'ai parlé du consensus, mais ça n'est pas... C'est une des voies. C'est une des questions, une des voies. D'accord. Donc ce que vous voulez dire, c'est que les élus ne sont pas ouverts au consensus. Absolument pas. Donc ils sont ouverts à la bataille. Donc on est dans une civilisation guerrière. D'accord. Alors que la démocratie ne peut pas être... au moins, elle ne peut pas être tout autant dans l'affrontement. On n'imaginerait pas, par exemple, que le peuple se trahisse lui-même. Il peut commettre des erreurs, mais il les corrigera très vite, parce que c'est ses tripes qui sont à ciel ouvert. Donc s'il commet une erreur, il va, dans les mois qui suivent, il va en prendre conscience, il va se réunir, il va reprendre une nouvelle décision. Tandis que quand c'est des élus qui commettent l'erreur, soit par orgueil, soit par conflit d'intérêts, ils vont s'enferrer dans leur erreur. Comment voyez-vous, là, il y a deux questions que je vais vous poser. Un, sur le référendum. Alors, c'est que sur le référendum pour vous et par rapport à la démocratie. Pardon ? Le référendum par rapport à la démocratie. Plus fort. J'entends pas la question. C'est une question. Et la deuxième question, voilà, je vais la manger. Alors, le référendum. Ben, on commence par le référendum. Le référendum. Alors, c'est un des moyens démocratiques. Alors, à l'heure actuelle, Parler au peuple. le référendum est proposé par je crois que c'est par le président de la République en France, et c'est un moyen de soumettre le peuple. D'accord. Donc ça, c'est Parce que donc, dans le paysage, il ne faut pas oublier l'empire médiatique.
C'est une vaste question, hein, on va essayer d'y répondre. Donc, première chose, les gens qui rédigent la question qui sera opposée au peuple détiennent un pouvoir extraordinaire sur lequel on ne s'appesantit pas assez, c'est que c'est eux qui rédigent la question. Donc les gens vont répondre à la question qu'on leur pose et pas à une autre. Hein, les gens, le peuple, ne va pas choisir le terrain de la discussion. D'accord. Donc, suivant la façon dont la question est posée, le président de la République et ses amis, donc ses assistants, peuvent s'arranger pour qu'il ne soit pas vraiment possible de répondre non. D'accord. Donc ce qui me paraît évident, c'est que le système du référendum à la française n'est pas du tout un processus démocratique. Hein, donc deuxième argument pour aller dans ce sens, une fois que le peuple aura voté oui, si 20 ans après, comme ça s'est passé par exemple pour le traité de Maastricht. Donc dans le traité de Maastricht, il y a l'article 104, qui est une des causes essentielles de la dette actuelle. D'accord ? Donc les gens ne peuvent pas arriver et dire on doit changer ça, parce qu'on leur dit mais non, vous n'allez pas vous opposer à la volonté populaire. D'accord ? Donc on a, à l'époque, en 93, on a fait avaler aux gens un pavé que personne ne lit. On l'a fait avaler à travers la publicité. D'accord ? Les gens ont voté oui. Et une fois qu'ils ont voté oui, ils sont prisonniers. D'accord ? Donc c'est pas du tout un processus démocratique. L'autre aspect, la dernière question que je voulais vous poser, c'est une question. Nous avons un petit peu parlé de ça. Il y aurait peut-être quelque chose d'abord à dire sur le référendum. D'accord. Donc là, c'était le référendum à la française. Oui. Il faut mettre en face le référendum à la Suisse, Oui. où ce sont les citoyens qui lancent le référendum. D'accord ? Donc, puisqu'il y avait une autre question, je vais aller très court. Mais ça, c'est démocratique. C'est-à-dire qu'à travers le référendum d'initiative populaire, les Suisses peuvent refuser une loi proposée par leurs élus, et ils peuvent proposer une loi que leurs élus n'avaient pas imaginée. D'accord, voilà. Alors, juste, puisque vous parlez de vous aborder la Suisse, je vais vous poser une question par rapport à ce référendum. C'est, qu'entendez-vous par démocratie semi-directe en Suisse ? Alors, donc parce qu'il y a un système représentatif, comme en France. Bon, c'est fédéral, on ne va pas s'appesantir là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des élus au niveau communal, cantonal, fédéral. J'ai pas étudié de près, je ne suis pas sûr que tous les représentants au niveau fédéral soient élus par le peuple. Hein, je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Si. Donc, on me dit si, enfin, c'est à vérifier. Mais disons qu'il y a un système représentatif. Mais il est contrôlé. À tout moment, le peuple peut envoyer ses représentants sur les roses, grâce au référendum d'initiative populaire. Donc qui permet même à un citoyen peut impulser un vote national. D'accord ? À charge à lui de récolter, ça s'appelle la récolte des signatures, le nombre requis de signatures qui rend le référendum incontournable. Donc ce nombre de signatures, je ne sais pas de combien il est en Suisse, ça s'appelle le seuil de déclenchement. Donc c'est un problème. C'est peut-être 500 000. Ouais. C'est un problème épineux à résoudre parce que si le seuil est trop bas, on a une avalanche de référendums. S'il est trop haut, on n'en a pas. Donc il y a d'autres mécanismes. Suivant les questions, j'en parlerai, mais pas forcément. D'accord. Alors là, vraiment la dernière question, c'était, vous parlez du peuple avec un grand P comme entité. Voilà. C'est quelque chose dont nous avons un peu abordé le sujet il n'y a pas si longtemps, me semble-t-il. Autour d'un café. Autour d'un café. Et d'un jus de Est-ce que framboise. vous pourriez un petit peu expliquer très concrètement comment le peuple peut agir sur le gouvernement, par rapport au gouvernement,
Je parle en France. À l'heure actuelle? Oui, comment il pourrait agir? À l'heure actuelle, il ne peut pas. Non, ça j'ai bien compris. Mais quand vous parlez du peuple comme entité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est ça. Soyez plus. Comment le voyez-vous concrètement pouvoir agir s'il devait agir, s'il pouvait agir? Donc, à l'heure actuelle, Il ne peut pas. les seuls outils populaires sont le droit de grève et le droit de manifester. D'accord. Dans les règlements européens, il y a aussi un article 24 qui est magnifique. C'est-à-dire, donc ils ont eu besoin de l'écrire, ça sous-entend qu'ils avaient envisagé de le supprimer. Hein, donc les citoyens ont le droit d'écrire aux instances. Formidable. On est charmé de l'apprendre. Hein. Bon, bref, donc ce sont des moyens très limités. Même si vous avez 500 000 personnes dans la rue, les gouvernements ou le gouvernement ou les élus peuvent dire « cause toujours mon lapin ». Du moment qu'on est élu, on fait ce qu'on veut. Il n'y a aucun pouvoir. Donc il resterait la violence. Je suis évidemment contre. Et le troisième, c'est la conscience. J'y reviens. Hein. Alors c'est là qu'on voit que le chat se mord la queue. C'est-à-dire le système représentatif à travers les siècles réduit la conscience et le dynamisme populaire, d'accord, qui serait l'outil même capable de renverser non pas les élus, il ne s'agit pas de reproduire la terreur, hein, mais capable d'imposer un changement de système. Donc, pour que la conscience générale naisse et ensuite soit capable d'imposer un raz-de-marée d'opinions incontournables, il y a du travail qui revient aux poètes, aux écrivains et aux dissidents. Donc on a des moyens très limités. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Chouard, qui propose la technique virale. Donc, contamination virale des consciences par propagation, exactement comme se propagent les maladies. Donc, nous devons disposer d'un texte très court et très clair, tout au plus 4 ou 5 lignes, et chaque personne convaincue s'engagerait auprès de lui-même. Hein, il n'y a pas besoin de faire public, s'engagerait en son âme et conscience à propager chaque fois qu'on croise quelqu'un au bistrot, au boulot, dans la famille, on envoie le message. Et l'espoir d'Étienne, c'est que de cette façon-là, on pourrait provoquer un raz-de-marée de conscience. Il faut savoir une chose, il y a une relation mathématique intéressante qui est la suivante. Donc Pierre est en relation avec Paul. Si Pierre connaît Marie, Marie qui connaît Alfred, Alfred qui connaît Paul. Hein, donc, il semblerait que s'il y a 4 intermédiaires ou 3 intermédiaires, je ne sais plus, tous les humains de la planète sont reliés. Donc, si c'est vrai, quand vous allez émettre une idée qui n'est pas intéressante, qui n'est pas valable, elle va s'arrêter. Hein, dans cette idée de propagation virale, l'idée va s'arrêter. Par contre, si cette idée est forte, elle va très vite contaminer tout le monde. Parce que Pierre va en parler à Paul, Paul va en parler à Marie, Marie va, etc., etc. Donc si l'idée ne se répand pas, c'est qu'elle n'est pas encore parfaite. Merci en tout cas pour cette interview. Voilà. Nous sommes le 24 mars 2013. Déjà, qu'est-ce que le temps passe vite.